ça fait donc une dizaine d'années que je suis script doctor chez iConcept. À force, j'ai constaté que si j'aborde tout de suite les techniques, en fait, ça peut ou pas apporter, mais voilà, l'auteur peut peut-être passer à côté. Voilà. Et finalement, ce qui compte, c'est pas tant la technique que l'esprit de la technique. C'est un peu comme si vous voulez, un bricoleur. Un bricoleur, il va rarement penser à l'outil. Il va pas penser au marteau en disant un marteau c'est 80% de la masse devant, le poignet souple. Non, il va penser enfoncer clou. Et si vous savez penser enfoncer clou, vous savez utiliser le marteau. Bah là c'est pareil. Parlons du clou au lieu de parler du marteau tout de suite. Pensons à l'effet qu'on souhaite produire en priorité. Voilà. Dans un premier temps, ce que je voudrais éventuellement vous proposer, puisqu'on est entre professionnels et que la base technique est là de toute façon, ça serait d'oublier notre technique. Oublions toutes les techniques qu'on connaît et essayons de se poser la question de l'effet à produire en priorité sur le spectateur. Une fois qu'on on sera d'accord sur le clou qu'on souhaite enfoncer en priorité, alors on pourra se poser la question de comment produire cet effet sur commande, parce que c'est ça l'idée, si on arrive à le faire, si on a identifié que cet effet est le plus important, et qu'on sait le faire, ben voilà, on a gagné. Donc grosso modo, je propose ici de hiérarchiser les informations. Voilà, quelle information on souhaite donner en priorité. Alors, ce que je vous propose pour que ça soit un peu interactif, prenez une feuille de papier et un stylo, et voilà, proposez-nous dans le chat un effet que vous souhaiteriez produire en priorité sur votre spectateur. C'est-à-dire, si j'avais un pouvoir magique, si je pouvais vous garantir, c'est cadeau, gratuit, je vous garantis qu'en quittant cette formation, vous pouvez réussir sur commande un effet auprès de votre spectateur. Peut-être le faire rire, peut-être enfin, ce que vous voulez. Un seul effet. Les autres, vous pourrez les rater, mais celui-ci, vous ne le raterez plus. Qu'est-ce qui est le plus rentable, d'après vous? Je vous laisse quelques minutes pour nous répondre. C'est assez intéressant, finalement, de se poser cette question. Qu'est-ce que je cherche à faire? C'est ce qu'on appelle une stratégie narrative. Quand l'auteur se met à sa table, surtout quand il est professionnel et qu'il a un certain nombre de techniques, plutôt que de penser à la technique, il est intéressant de se poser la question de « Ok, mais qu'est-ce que je souhaite produire comme effet ?» Alors voilà, je ne sais pas ce que vous avez en tête. Évidemment, ça dépend aussi beaucoup des genres que vous aimez. Évidemment, en comédie, on va peut-être vouloir faire rire, etc. Et il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, puisque c'est une stratégie narrative. Fondamentalement, c'est personnel. C'est intéressant de se poser cette question. Alors, je vois que certains proposent de l'addiction. Bah oui, c'est pas inintéressant de savoir rendre accro quelqu'un à une fiction. Des émotions comme faire pleurer, un sentiment d'évasion, la surprise, surprendre, la tristesse, l'empathie, du plaisir, de la fascination. Alors, c'est intéressant, hein, toutes ces stratégies sont intéressantes. Alors, tout ce qui concerne les émotions, faire pleurer, faire rire, évidemment, ce n'est pas une mauvaise chose de savoir le faire. Il y a même effectivement des techniques pour faire pleurer. Les Américains appellent ça des tearwalkers. il y a des techniques pour faire pleurer en fiction. Mais je vais un petit peu, comment dirais-je, aller à l'essentiel. C'est-à-dire, si on est un peu objectif, est-ce qu'il existe des fictions qui justement objectivement sont bonnes, c'est-à-dire que qui ont trouvé un certain nombre de spectateurs, qui sont des succès commerciaux, on va dire, et qui en plus sont des succès critiques, qui ne font pas pleurer, qui ne vont pas spécialement émouvoir ou faire rire, voilà. Oui, on peut quand même en trouver. Ça veut dire que c'est pas une condition absolument obligatoire. Je vois que dans certaines de vos réponses, il y a des notions aussi de donner une réflexion, une profondeur à l'œuvre. Là, ça va aussi beaucoup choquer, mais est-ce que vous avez vu des fictions qui sont objectivement bonnes, qui n'ont pas forcément révolutionné votre façon de voir? Oui, tout de même, il y a un certain nombre de fictions qui ne sont pas révolutionnaires du point de vue de la morale ou de la réflexion. C'est encore une fois très intéressant de savoir le faire. Mais si on se concentre sur l'essentiel, des notions de surprise, de même, on peut avoir des fictions qui ne sont pas du tout surprenantes.
qu'on peut même attendre. Voilà. À l'inverse, le suspense, il y a des fictions qui sont absolument, qui ne font aucun suspense. Et on ne peut pas écarter d'un revers de main qu'elles fonctionnent. Si on prend par exemple, je sais pas, des fictions comme Colombo, enfin si on est honnête, les scénarios ne respectent absolument rien de ce qu'on nous a appris. C'est-à-dire que on aurait écrit Colombo quand, pour certains, peut-être comme moi, vous avez fait des écoles de cinéma, ou pour d'autres, vous êtes autodidacte. Mais enfin, si on reprenait Colombo et qu'on faisait la même chose, c'est absolument pas possible. Normalement, ça ne devrait pas se faire. Il y a des scènes complètes où Colombo ne fait rien. Et on est bien obligé de constater que ça fonctionne. C'est une des séries qui a le plus fonctionné dans le monde. Parce qu'en réalité, vous pouvez rater tout ce que vous voulez. Il y a une seule chose que vous ne pouvez pas arrêter, c'est l'empathie pour le personnage principal. Et je salue ceux qui ont répondu empathie, les collègues qui ont répondu sur l'empathie. Fondamentalement, le plus important, quelque part mon métier s'arrête là, c'est de garantir que le spectateur sera en empathie avec le personnage principal. C'est ultra, ultra important. Si on aime Colombo, on peut être avec lui pendant des scènes complètes où il ne se passe rien. Il y a des scènes où il est là, il fait rien. Ça va? Ouais, ça va. Et ça fonctionne. Comme être avec un bon ami à soi, quelqu'un avec qui on se sent bien, on n'a pas besoin de parler, là c'est pareil. Donc ce qui va être très important pour garantir une efficacité, avant même de parler de technique, c'est de se dire, mais comment je peux créer de l'empathie pour un personnage principal? Et cette méthode va être aussi intéressante pour les gens qui nous suivent, qui sont comédiens. Parce que fondamentalement, c'est ça. Là, évidemment, la vie de Peter Falk a changé depuis Colombo, parce que un personnage de fiction, pourquoi est-il empathique? Pourquoi est-ce que ça va devenir un héros mondialement célèbre et que les gens vont apprécier suivre? Alors, ce que je vous propose, c'est de regarder très très brièvement pour s'en convaincre un petit extrait. Donc, je vous mets le lien, on vous met le lien sur le chat. Un petit extrait de Colombo. Regardez à quel point, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Et ça fonctionne quand même. Well, your ID badge helped, Lieutenant. Oh! Thank you. Joan. And what was your schedule like yesterday? Oh, Joan. I came at 9. What can I say? I know, Cindy, thank you. Joan, it's so awful. I feel so bad. Thank you. There's so much to feel bad about, Madge. Yes. My sister decided she wanted to come along. Lieutenant Colombo. This is Dr. Allenby. Joan, this is Lieutenant Colombo from the police. You're Dr. Allenby? I've been looking forward to meeting you, and here we rode all the way up in the elevator together. Voilà, donc vous avez vu avec cet extrait qu'évidemment, cette scène, il ne se passe pas grand-chose dans cet ascenseur. Il y a évidemment une technique de comédie qui est employée ici, mais Colombo est une succession comme ça de scènes où on se permet à la fois de ne pas avoir de suspense, on est en mystère ouvert, une des rares séries policières où on connaît déjà l'assassin, et même si bien sûr il y a des techniques de scénario, vous voyez que l'empathie pour Colombo fait le boulot, si vous voulez. Donc la question qui suit, finalement je ne fais pas du tout le travail si on ne se met pas déjà d'accord sur la technique qui permet de créer de l'empathie sur commande.
fondamentalement, donc c'est la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est pour quelle raison sommes-nous en empathie pour tel ou tel personnage principal? C'est fondamental. Quand on analyse un scénario, c'est vraiment fondamentalement ce qu'il faut qu'on puisse garantir. Que le héros choisi par le scénariste soit le héros du spectateur. Donc là, je vous pose aussi la question, partageons dans le chat, d'après vous, repensez aux héros qui vous plaisent, aux fictions qui vous plaisent, aux héros que vous avez tout simplement portés à l'écran. Pour quelles raisons sommes-nous en empathie avec eux? Voilà. Quelque part, on répond à cette question, on peut s'arrêter là, on a fait le boulot. Pour quelles raisons sommes-nous en empathie pour un personnage principal? Je vous laisse répondre un petit peu. Peut-être que vous avez vu une série ou un film récemment qui vous ont vraiment marqué. Hein. Peut-être que vous avez été ému. Que les victoires d'un personnage ont été vos victoires, que ses échecs ont été vos échecs. Voilà. Essayez d'expliciter pourquoi on est en empathie pour tel ou tel personnage. C'est sympa de participer, hein, merci. C'est beaucoup plus sympa si c'est interactif. Alors je vois qu'il y a pas mal de gens qui participent, c'est chouette. Alors effectivement on parle de souffrance, une notion de souffrance du protagoniste. Quelqu'un nous parle de faille, de faiblesse. Personnage qui est tiraillé, il y a effectivement pas mal de gens qui pensent à l'émotion et à la compréhension de ce qu'il ressent. Alors évidemment, oui, on s'identifie, mais pour quelles raisons on s'identifie? Je reconnais évidemment mes collègues ici, c'est sympa d'être là, merci, qui vont directement sur le marteau et la technique, donc mettre des obstacles, etc. Alors, effectivement, ce qu'on souhaite, c'est de mettre en place un personnage qui sera le héros du spectateur tout autant que le héros de l'auteur. Et c'est évidemment très compliqué. Alors, est-ce que c'est parce que le personnage nous ressemble? Quelque part, quand vous me parlez de faille, de faiblesse, on a une dimension de mise en miroir. Voilà. On s'identifierait à quelqu'un qui serait proche de nous. Voilà. Et on n'est pas des héros. Loin de là. Donc il y aurait cette dimension-là. Alors, bon, faut être honnête que disons, la dramaturgie, c'est pas une science exacte. Hein. C'est quand même beaucoup de doigts mouillés comme ça. Il y a par contre un point qui est essentiel, qui a fait l'objet d'études scientifiques, c'est les conditions d'empathie pour un personnage principal. Les études sur ce sujet sont assez unanimes. On s'identifie à un personnage principal non pas parce qu'il nous ressemble, non pas parce qu'il a des failles, mais pour une raison simple qui tient en un seul mot, et finalement c'est le mot à retenir de cet après-midi. Si vous retenez ça, déjà je pense qu'il y a un saut qualitatif. C'est difficile de progresser quand on est un pro. Et ben voilà, ça vraiment c'est intéressant, je pense. En tout cas ça m'a beaucoup aidé et je pense qu'on aide pas mal d'auteurs avec ça. C'est le mot ego. En fait, le spectateur a énormément d'ego, bien entendu, et le lecteur également. Et il y a un phénomène qui a été mis en valeur, qui est que le spectateur, à chaque scène, chaque nouvelle séquence, va s'identifier au personnage qui est le plus valorisant pour son ego. C'est quelque chose qui est assez mécanique et qui fait froid dans le dos. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez choisi tel ou tel personnage pour être votre héros
que ça le sera. À chaque fois qu'on fait rentrer un personnage dans une pièce, voilà, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, le spectateur va scanner inconsciemment les personnages en présence et il va s'identifier au personnage qui est le plus valorisant. Donc effectivement, les collègues qui m'ont parlé déjà de compétences, bah vous êtes dans le vrai parce qu'on va s'identifier au personnage qui est le plus compétent dans la scène, celui qui est le plus finalement valorisant pour notre ego. Le corollaire est vrai. Ceux qui m'ont évidemment parlé d'obstacles, ça c'est l'outil, mais c'est fondamentalement le personnage dont l'ego sera menacé, hein, le personnage dont l'ego sera menacé va justement aussi parler à notre propre ego. Donc un personnage qui vit beaucoup de conflits, quelqu'un qui est rabaissé, quelqu'un qui est diminué, va forcément générer aussi une identification, et d'où la nécessité de faire du conflit. Et donc, on peut résumer en disant qu'on s'identifie à un personnage qui est le plus compétent et au personnage qui vit le plus de conflits dans chaque scène. Alors, surtout maintenant, hein, on peut quand même remettre en cause la science, surtout que là c'est quand même une science molle, la psychologie, etc. Bon, je suis personne hein, pour garantir que le cerveau humain fonctionne comme ça ou pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce que je peux garantir, c'est que la fiction américaine est faite sur cette foi-là. Cette technique en particulier provient de la Motion Picture Association of America, la MPAA. La MPAA est vraiment le fer de lance de la fiction hollywoodienne. C'est très difficile de comprendre les méthodes de développement de fiction sans comprendre comment fonctionne la MPAA. Donc pour rappel, pour ceux qui l'ignorent, la MPAA, c'est un conglomérat, c'est même la structure légale est un trust de grands distributeurs, de grandes majors américaines, qui a été créé entre deux guerres et dont l'objectif est de mutualiser pour ouvrir les marchés, déjà pour évidemment performer en national, et ouvrir les marchés internationaux à la fiction américaine. On parle souvent du soft power américain, mais rarement comment il s'opère. En fait, la MPAA, c'est le soft power américain, c'est-à-dire que c'est en directe relation avec la Maison-Blanche. L'idée, c'est que la politique américaine est portée par la fiction. En gros, le président Hoover, dès les années 30, le président américain Hoover disait, je vous le cite, on vend 2 fois plus d'automobiles, de casquettes, de phonographes dans les pays qui diffusent nos films. C'est depuis longtemps identifié comme un outil, on peut dire de propagande, mais en tout cas de communication massif. Et si vous voulez vous en convaincre, il suffit de regarder le CV des directeurs des MPAA, enfin des successifs, des directeurs de la MPAA successifs, qui sont évidemment tous des grands lobbyistes. Hein. Un des plus célèbres est encore étudié aujourd'hui à Harvard, hein, Jacques Valenti, c'est des conseillers de président, etc. Et des fictions sont faites pour ouvrir les marchés à la politique américaine. Par exemple, 24 heures, la série 24 heures, a l'ambition aussi de convaincre le public, le grand public, de la nécessité d'avoir Guantanamo et, en cas de terrorisme, promouvoir certaines formes de torture, etc., etc. Tout ça est intéressant, sourcé. Vous pouvez, par exemple, si ça vous intéresse, lire un ouvrage qui s'appelle Hollywood à la conquête du monde, qui est un ouvrage de recherche édité par le CNRS. Je vous mettrai les coordonnées dans cette page après la formation, si vous voulez. Et tout ça est expliqué. Et donc, évidemment, dans ce contexte, c'est très important de savoir pourquoi on va s'identifier à Jack Bauer et d'où ses études. Voilà. Donc, on n'a pas encore commencé à parler de technique. Ce qui est bien évident, c'est qu'en fait, là, on est en train simplement de réinventer la roue, puisqu'on ne peut pas lutter contre des millénaires de fiction. Fondamentalement, ici, on est en train de renouer avec la notion de héros classique. Le héros grec, au sens de celui qui est exceptionnel, proche des dieux, vous voyez. Et donc, ça fait partie de la stratégie générale de monstration de la fiction américaine. Et on va dire que comme les Américains donnent le là, et notamment par le biais de la MPAA, il y a une américanisation du langage audiovisuel, on va dire.
et de la fiction de manière générale, de la dramaturgie, eh bien on voit en fait que cette technique est très très employée. Alors je vais vous donner un exemple. Je vous propose en fait qu'on regarde ensemble un extrait. On va prendre l'Incipit du Silence des agneaux, donc les premières minutes du Silence des agneaux. Et ce qui serait intéressant, c'est que on prenne une feuille et un stylo et qu'on analyse ensemble toutes les stratégies de monstration, tout ce qui est mis en place pour générer cette empathie pour l'agent Clarisse. Essayez de regarder comment l'ego du spectateur est activé. Regardez tout ce qui fait qu'elle a, toutes les démonstrations de compétences du personnage principal, et regardez dans les premières minutes aussi toutes les annonces de conflit. Vous allez voir que cette scène est très connue, hein, c'est extrêmement bien réalisé. Vous allez voir que fondamentalement, il n'y a aucun doute qu'après ces premières minutes, nous sommes l'agent Clarisse. Et c'est mécanique, c'est vraiment lié à ces techniques-là. Et on se reparle juste après. Voilà, pour quelles raisons on s'identifie à l'agent Clarisse? D'après vous, c'est parti. Darling! Crawford wants to see you in his office. Thank you, sir.
Clarice. I got right to the end of So there shouldn't be any problem if you could. You looking for Crawford? Yes, sir. Well, he should be back in a couple minutes. Why don't you wait in his office? Okay. And then I think they were over in Flushing. Starling. Clarice in. Good morning. Morning, Mr. Crawford. Sorry to pull you off the course at such short notice. Your instructors tell me you're doing well. Top quarter of your class. I hope so. They haven't posted any grades yet. A job's come up, and I thought about you. Not a job, really, more of an interesting errand. Sit down. Yes, sir. I remember you from my seminar at UVA. You grilled me pretty hard, as I recall, on the Bureau's civil rights record in the Hoover years. I gave you an A. A-, sir. Let's see, double major, psych and criminology, graduated in Magna, summer internships at the Reisinger Clinic. It says here, when you graduate, you want to come to work for me in behavioral science. Yes, very much, sir. Very much. We're interviewing all the serial killers now in custody for a psychobehavioral profile. Could be a real help in unsolved cases. Most of them have been happy to talk to us. You spook easily, Starling? Not yet, sir. See, the one we want most refuses to cooperate. I want you to go after him again today in the asylum. And who's the subject? The psychiatrist, Hannibal Lecter. Hannibal the cannibal. I don't expect him to talk to you. But I have to be able to say we tried. So if he won't cooperate, I want just straight reporting. How's he look? How's his cell look? Is he sketching, drawing? If he is, what's he sketching? Here's a dossier on Lecter. Copy of our questionnaire and a special ID for you. Have your memo on my desk by 0800 Wednesday. Okay. Excuse me, sir, but why the urgency? Lecter's been in prison for so many years now. Is there some connection between him and Buffalo Bill, maybe? I wish there were. I want your full attention, Starling. Yes, sir. Be very careful with Hannibal Lecter. Dr. Chilton at the asylum will go over all the physical procedures used with him. Do not deviate from them for any reason whatsoever. And you're to tell him nothing personal, Starling. Believe me, you don't want Hannibal Lecter inside your head. Just do your job, but never forget what he is. And what is that? Et voilà, ça méritait bien un plan face caméra. C'est un monstre, Clarisse. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on est en empathie avec l'agent Clarisse? Quelle est la stratégie d'identification qui a été développée ici? Alors, j'ai vu une expression qui m'a bien plu de notre collègue, là. La sueur est internationale. Alors,
Pierre-Antoine, est-ce que voilà, qu'est-ce qui a été noté dans le chat sur les techniques qui ont été mises en place là d'identification? Il y avait le fait qu'elle souffre, qu'elle est dans l'effort, ou en tout cas on voit qu'elle arrive à surmonter l'effort. Oui, alors ça vous avez raison. Déjà, alors certes, je vais pas faire affront aux réalisateurs qui sont parmi nous. Bien sûr que c'est bien filmé, le travelling est chouette, mais au niveau de la dramaturgie, non seulement évidemment on la voit souffrir, mais surtout on la voit faire un parcours du combattant. Pas n'importe quel parcours du combattant, c'est un film quand même qui a quelques années. Et dans les années 90, vous avez vu qu'on a un plan séquence volontairement pour nous montrer qu'elle n'est pas doublée et qu'elle fait véritablement le parcours et qu'elle passe l'obstacle. Et c'est déjà extrêmement puissant comme image. Donc, on va dire que non seulement elle est dans la souffrance, mais qu'en plus elle est dans la résistance et qu'elle, tout simplement, elle fait un parcours, et probablement qu'elle est la première, elle est super douée, tout simplement, dans ses éléments sportifs. Donc déjà, première chose. Alors, ça a été remarqué beaucoup aussi, c'est une femme dans un monde d'hommes, donc visiblement elle arrive à surmonter ce handicap. C'est vrai, donc en fait, on vient la chercher, on a ce fameux plan que vous avez ici en face de vous, là, sur ma planche, où on vient la chercher, notre finalement entraîneur du FBI lui demande d'aller à un rendez-vous, ses supérieurs demandent à la voir, et on voit qu'elle est... alors, effectivement, elle est dans un monde d'hommes. Avant d'aller dans les bureaux, on la voit d'abord avec les élèves, et on voit qu'elle est... Avant ça, on voit qu'elle est extrêmement appréciée, tout le monde la salue, salut Clarisse, voilà, c'est... comment dirais-je, elle a la cote, voilà. Elle est amie avec tout le monde. Et effectivement, on voit que c'est une femme dans un monde d'hommes. Et ça, c'est une vraie stratégie. Alors là, on voit bien la synergie qu'il peut y avoir entre un scénariste et un réalisateur. C'est-à-dire que là, ce plan-là, qui évidemment peut être conçu déjà au scénario, et magnifie ça. C'est-à-dire qu'on a été chercher des grandes baraques habillées tous en rouge dans l'ascenseur pour bien montrer qu'elle est petite face à beaucoup de testostérone, ce qui évidemment est aussi l'annonce d'un conflit. La scène avec son supérieur hiérarchique est aussi assez symptomatique. On vient la chercher pour aider à résoudre une affaire criminelle, mais on la... comment dirais-je, il y a un ton très paternaliste et finalement un peu hautain tout de même, dans l'attitude et dans le jeu. D'autres éléments qui ont été mis en place? Alors on note qu'elle a une compétence et que visiblement c'est à elle qu'on fait appel pour résoudre un cas difficile. Ah oui, alors déjà, ça effectivement, si on devait résumer le sens de la scène dans notre fameux synopsis en 1, 2, 3, on n'a pas commencé à détailler les techniques. Enfin, que se passe-t-il finalement au tout début du film? On a une étudiante du FBI, ses supérieurs viennent la chercher pour les aider à arrêter un tueur en série qui n'arrive pas à arrêter. C'est évidemment extrêmement peu subtil pour dire qu'elle est trop forte. Quand je vois cette scène, je me dis, je suis un peu l'agent Clarisse, c'est un peu l'histoire de ma vie. Notre ego est bien mis en action. Et vous voyez ce que je voulais dire par le manque de subtilité. Ce film est subtil à bien des niveaux. Bon, peu importe, c'est des questions de goût, mais enfin, en tout cas, c'est un scénario oscarisé. Y a quand même certains éléments objectifs, quand même. C'est bien fait. Et vous voyez, pour autant, la stratégie d'identification est grossière. C'est-à-dire que si je vous le pitch comme ça, ça peut paraître grossier, quoi, de dire, voilà, on vient la chercher, elle n'a pas encore son diplôme, hein, fondamentalement, et on a besoin d'elle. Alors, il y a toujours des moyens de le faire passer. Ici, par exemple, elle en déduit qu'on a besoin d'elle, évidemment pas lui demander comme ça, on la prend de haut, mais elle dit, attendez, si vous voulez que j'aille interviewer le lecteur, c'est parce que vous pensez qu'il peut aider à arrêter ce tueur, et vous pataugez dans la small. Donc ça, c'est effectivement une compétence exceptionnelle et radicale. Cet incident déclencheur, puisqu'il s'agit de ça, on va le voir, met en valeur une compétence totale. D'autres éléments qui ont été... Ce qu'on note aussi, c'est le fait qu'elle va être visiblement face à une grande menace, puisqu'on explique bien que Hannibal Lecter est dangereux, et même visuellement, c'est renforcé. Quand elle passe dans le bureau, elle voit les images du meurtrier. Il y a également, quand elle fait son parcours du combattant, il y a Hurt, Agony, Pain, Love It, qui sont marqués sur les armes. Donc on a tout un certain nombre d'indices qui viennent renforcer le fait qu'elle va être menacée. Ouais, bien vu, bien vu. Effectivement, vous avez vu que tout décora tout le monde. D'ailleurs, je salue, il y a aussi parmi nous, je l'ai vu, des gens du son, des ingé-sons, des compositeurs sont là, des comédiens sont là. Eh bien, on voit bien que tout le monde est là amené à travailler avec un scénario,
magnifier un scénario et on voit bien que tout le monde va dans le même sens. Donc le décorateur ici, évidemment, met en valeur aussi, avec ces écriteaux, agonie, souffrance, etc., à la fois de manière un peu prémonitoire ce qui va se passer. Effectivement, il y a l'injonction de son supérieur de dire attention, faites attention, Hannibal Lecter, extrêmement dangereux, parce que, encore une fois, si on résume l'incident déclencheur, on lui demande ses supérieurs lui demandent ses profs même, lui demandent de les aider à arrêter un tueur qu'il n'arrive pas à arrêter, et pour ça, on lui demande d'aller faire équipe, puisque c'est ça qui va se passer après, avec un autre tueur en série qui mange des gens. Bonne journée, agent Clarisse. Évidemment, c'est l'agent qui va vivre le plus de conflits. Il n'y a aucun doute pour nous. Et tout a été fait pour qu'on comprenne en quelques minutes que c'est évidemment le personnage qu'il va falloir suivre et qui est notre pôle d'identification. Voilà, on aurait pu aussi noter la preuve d'une autre compétence, puisque lorsqu'elle attend son supérieur, elle voit tout simplement les indices de l'enquête en cours sur ce tueur en série au mur, et on voit que elle est déjà fin limier, il y a un archétype déjà qui est mis en place, elle est déjà dans l'enquête et elle en fait une première déduction, puisqu'elle comprend immédiatement que ce qu'on lui demande de faire, c'est pas du tout quelque chose de routine, mais c'est bien lié à l'affaire de Buffalo Bill. Et donc par déduction, elle comprend qu'on veut l'utiliser pour résoudre une affaire qu'il n'arrive pas à résoudre. Donc voilà, vous avez ici la démonstration de la puissance de cette technique. Et si vous constatez, si vous regardez un petit peu toutes les fictions emblématiques hollywoodiennes, il y a cette stratégie exceptionnelle. Voilà. Alors, puisqu'on est dans la hiérarchie des informations, on vient de voir que la chose la plus importante, c'est de garantir l'empathie pour le personnage principal en faisant la démonstration de ses compétences et évidemment en prouvant que c'est le personnage qui va vivre le plus de conflits. Alors évidemment, il s'agit ici d'une technique générale. J'ai bien conscience que par exemple quand on fait de la comédie, ça peut paraître étrange, puisqu'un personnage comique, a priori, c'est plutôt quelqu'un dont on va se moquer. Eh bien, néanmoins, même en comédie, cette technique fonctionnera. Bon, c'est pas l'objet ici de faire une formation sur les genres, hein, vous pouvez en trouver une dans notre formation continue, mais enfin, gardez en tête que même un personnage comique a des compétences qu'on aimerait avoir. Cette technique fonctionnera pour tous les genres. Par exemple, Louis de Funès, malgré tous les défauts qu'il a, en général, le personnage comique a une compétence sociale qu'on aimerait avoir. Le culot de Louis de Funès dans ses films est une réelle compétence sociale. Vous imaginez ce que Louis de Funès ferait, ça serait formidable, hein, un film en plein confinement avec Louis de Funès, vous imaginez ce qu'il se permettrait de faire. Donc c'est une compétence quand même. Donc on vient de voir que ça c'est vraiment très important, faire la démonstration des compétences du personnage et la démonstration du conflit à venir, c'est très important. Et du coup, ça nous permet de se poser une question aussi sur les informations à donner en priorité. En plus de cette information-là, il faut en donner une autre qui est essentielle,